Bienvenue dans le Lorenzo Show. Booste ta confiance et deviens pro face caméra et micro. Écoute le Lorenzo Show. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Lorenzo Show, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous allons voir comment être à l'aise et pro au micro et en vidéo, mais surtout on va accueillir Madame, la grande prêtresse du business et du mindset pour entrepreneurs, Miss Biba Pedron. Wouhou! Ah, c'est trop là, c'est trop. Ah bah ouais, mais c'est comme ça, ici dans le Lorenzo Show, on accueille les invités avec honneur, avec respect et en plus, t'es quand même pour moi une amie et une grande dame du business. Merci. Voilà. Bah, merci à toi déjà de m'inviter et puis bonjour à tout le monde. Bonjour, ça fait vraiment plaisir. Je vais te présenter Biba parce que j'ai reçu son livre et regarde, il est là son livre. Il est là. Et regarde, je vais te le montrer encore plus en image. Voilà, il est là. Oh, c'est dingue. C'est le livre de Biba Pedron en stéréo. T'as vu? Et là, j'ai mis plein de petits post-it. Pourquoi? Parce qu'on m'appelle Post-it Man, Biba. Et ouais, moi je mets des post-it. Ah ben non. En même temps, il faut quand même dire aux gens que le livre n'est pas fourni avec les post-it. Non, il faut acheter les post-it en plus, voilà. Mais moi, j'ai mis plein de post-it et encore, je me suis retenu parce que je me suis dit que il fallait découvrir d'autres choses. Mais à chaque fois, je vais ouvrir une page avec les post-it et tu vas m'en parler parce que je dois dire un truc, c'est que Biba Pedron, qui est donc business mindset coach, elle est marketing expert, elle est auteur best-seller de plein de bouquins dans plein de pays. Elle est aussi speaker international. Elle aide les entrepreneurs à tout simplement booster leur business, qu'ils soient et beaucoup de coachs, de thérapeutes qui se minimisent, qui n'osent pas vendre plus leurs produits. Elle leur dit « Hey, tu te vends à 50 €, mais tu vaux 2000 ! Alors qu'est-ce que t'attends? Non d'un chien alors !» Alors, en résumé, c'est ça. En gros, et on va te raconter dans cette interview l'histoire de Biba parce que moi je l'ai rencontré il y a maintenant 6 ans. 2014, je crois. Voilà, 2014, on était à Miami et elle a commencé à me raconter son histoire, comment elle est partie aux États-Unis alors qu'elle parlait pas la langue et comment elle a envahi New York de son enthousiasme, de sa passion. Et elle va nous raconter ça dans un instant. Et on va nous parler bien sûr de son livre MDR, la formule gagnante. Là, je le remets à l'écran. MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Et c'est vraiment un honneur de t'avoir, Biba. Ça me fait vraiment plaisir. Merci, c'est un honneur à moi d'être ici aussi, parce que c'est énorme, le Lorenzo Show. Oh, c'est surtout, c'est peut-être énorme parce qu'on reçoit des grandes personnes comme toi. Et ça me fait vraiment plaisir. Alors, derrière toi, tu as un décor international, sachant que tu ne peux plus revenir aux États-Unis à cause de la pandémie, c'est ça? Alors, momentanément, effectivement, puisque moi, je suis rentrée en France en janvier dernier. J'aurais dû repartir entre mars et l'été, puisque je suis en transition entre un visa qui vient de s'arrêter et la carte verte qui est arrivée en retard. Donc, du coup, avec le Covid, ça retarde encore plus. Et tant que j'ai pas la carte verte, je ne peux pas repartir. Donc, je suis là en Normandie. C'est pas le même climat, parce qu'en général, quand je fais des interviews, je suis plutôt en petite manche. Mais là, en Normandie, c'est un peu le plus. Mais là aussi, c'est pareil. C'est MDR, ça intervient toujours. C'est-à-dire que alors, je savais que ça prendrait du temps, je savais que ça prendrait quelques mois. Quand j'ai fermé la porte de chez moi en janvier, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps et qu'il y ait le Covid qui passe entre les deux. Mais c'est une question de savoir ce qu'on veut dans la vie. À partir du moment où je me dis que de toute façon, on me la donne pas, si on me la donne pas, je trouverai d'autres solutions. C'est toujours se dire qu'il faut rester positif, en fait. Et ce qui est important peut-être de préciser dès le début, c'est que pour les gens qui ne savent pas, parce que pour beaucoup de gens, MDR c'est mort de rire. Mort de rire. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Tiens, alors il faut savoir qu'à tout moment dans cette interview, on peut se mettre à avoir une quinte de tout. Et Biba et moi, parce que moi j'ai des problèmes de tout et Biba aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Et c'est pas le Covid. Moi je me suis fait aussi tester prise de sang, etc. Donc MDR, on va commencer par un mort de rire et ensuite tu vas expliquer ce qu'est le MDR. Donc on va commencer par toi aussi, t'es chez toi et tu te dis tiens comment être à l'aise et pro face caméra. Ça commence par déjà être décontracté et donc ensemble on va se marrer. Et là on va tousser forcément. C'est le meilleur moyen. Mais le meilleur.
c'est le meilleur moyen de tout ça. Mais après, on a expectoré comme ça. Donc maintenant, on sait que MDR, c'est mort de rire, mais surtout pour Biba, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de dire ce que c'est pour moi, pour beaucoup de gens, c'est aussi moteur de recherche. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Aussi... En plus, maintenant qu'il y a l'émission de, je sais plus comment il s'appelle, les enfants de la télé, il y a la rubrique MDR qui effectivement est moteur de recherche. Et l'autre jour, d'ailleurs, ma mère vient me voir en vitesse dans la chambre. Elle me dit, regarde, il y en a un qui a pris MDR. Je dis, non, lui, ça va, c'est moteur de recherche, c'est bon, je suis tranquille. La formule gagnante pour réussir, donc MDR. Je dirais que être mort de rire pourrait être aussi la formule gagnante pour réussir, parce que plus tu te décontractes et plus ton corps est complètement décontracté, plus tu es à l'aise pour justement diffuser ton savoir, ton expertise ou ton produit. Alors MDR, tu as écrit un bouquin. Avant ça, alors bon, on va quand même dire ce que c'est que MDR. C'est quoi MDR? Allez, on dévoile quand même. C'est quoi MDR? MDR, selon moi, c'est motivation plus détermination égale la réalisation. Et après, je mets toujours le tout. C'est-à-dire tout ce que vous voulez derrière, que ce soit vos projets, vos objectifs, vos rêves, même les plus fous. C'est juste de prouver aux gens, ce livre c'est fait pour prouver aux gens qu'on peut, quoi qu'on veuille dans la vie, on peut l'obtenir. Alors bien sûr, il va y avoir des obstacles, il y a de grandes chances que tout se passe pas de façon smooth et simple. Il va y avoir des tas d'obstacles, mais que, comme je dis toujours, on a le contrôle de sa vie. Ouais. On n'a pas le contrôle de tout ce qui nous arrive dans la vie, la preuve, il suffit de voir cette année. Par contre, on a le contrôle de nos choix et de nos décisions et c'est ça qui va faire toute la différence. J'aime beaucoup parce que, tu vois, tu écris en bas, la chance n'existe pas, elle se crée. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Alors, je pense que Biba et moi, on est nés dans le même chaudron. Vous voyez, rien n'est impossible pour nous. D'ailleurs, tu as une citation de Mark Twain extrêmement connue. Je vais te laisser la dire. Cette citation, c'est quoi? Il ne savait pas. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et j'ai mis cette citation parce qu'en fait, le jour où je l'ai vue, je la connaissais pas nécessairement, bon, bien que tout le monde le répète, tout le monde un petit peu, mais je savais pas que c'était de Mark Twain. Et en fait, c'est la phrase qui résume entièrement le livre, finalement. Il y a une autre citation qui pourrait résumer ton livre, c'est si tu ne rêves pas, comment veux-tu que ton rêve devienne réalité? C'est Walt Disney qui dit ça. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et ce livre, c'est pas simplement une histoire de Biba, parce que tu racontes ton histoire forcément, mais tu racontes aussi l'histoire d'entrepreneuses, beaucoup d'entrepreneuses qui ont réussi, et c'est un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi avec plein de... J'aime bien parce que tu fais à des moments, voilà ce que vous devez faire maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le rêve et puis il y a l'action. Le rêve et la réalité. Et voilà. Et comme tu le dis, c'est qu'on peut se planter. On peut se planter, ça c'est clair. Et on va se planter. Et d'ailleurs, tu vas te planter. D'ailleurs, on va tousser là aussi. on va. On n'a pas fini. Hein. Et on ne coupera pas. On ne coupera pas. C'est notre challenge à nous. C'est de ne pas couper cette émission. Donc, MDR, la formule gagnante pour réussir. Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre, Biba? Alors, d'abord, c'est un projet que j'ai depuis très longtemps, au moins 5 ans. Et en fait, c'était le premier livre que je voulais écrire en français. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur énormément. Et puis bon, je savais pas trop par quel bout le prendre. Et puis comme il se trouve qu'il y avait un éditeur qui m'avait demandé de faire un autre livre entre-temps, donc en 2016, j'ai sorti effectivement Sauter le pas, mais qui a été axé marketing. Alors moi, c'est mon cœur de métier, le marketing, mais c'est pas ce que j'ai dans les tripes, voilà. Ouais. Moi, et en fait, c'était un projet aussi parce que moi, je vis donc aux États-Unis depuis 17 ans maintenant, et je vois bien la différence de mentalité entre les deux. Et j'ai commencé à coacher sur le marché francophone à partir de 2012, quelque chose comme ça. Avant, je coachais uniquement sur le marché anglophone. 2012, j'ai un peu switché. On s'est rencontrés 2 ans après. Mais pourquoi j'ai switché? Parce qu'à un moment donné, je me suis aperçue qu'il se passait des choses en France au niveau du business, au niveau du marketing. Ça a été le lancement du blogging. Ça a été toutes les formations en ligne que tout le monde se jetait sur des offres à 2000 €. Ouais. Et je trouvais ça bizarre parce que moi, je savais avant, pour avoir regardé un peu, que le français ne payait pas pour du service. Et moi, parce que j'avais une autre société aux États-Unis qui était une cabinet de consulting pour aider les gens à s'installer aux États-Unis. Oui, je me souviens de ça. Et chaque fois qu'ils mettaient des sociétés de services pour les Français aux États-Unis, je leur ai dit, mais ça ne fonctionnera pas. Le français, même 25 ou 75 $ à l'époque, les gens n'étaient pas prêts à le mettre. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe là pour que d'un seul coup, tout le monde mette 2000 ?
Sauf que effectivement, j'ai vu qu'il y avait des messages que j'aimais pas trop, donc ça c'est autre chose, de dire voilà, vous faites votre blog et en 2 temps 3 mouvements vous serez riche. Donc, ça me plaisait pas trop. Mais surtout, je me suis aperçue justement de cette différence de mentalité, et plus ça a été, plus ça s'est amplifié. Et moi, je suis restée également 10 ans sans du tout rentrer en France. De 2006 à 2016, je suis pas rentrée en France du tout. Donc, je voyais que je voyais par le petit bout de ma lorgnette. Et quand je suis rentrée en France en 2016, là, j'ai pu voir de façon concrète la différence entre les deux. Et je me suis dit, le problème de la France, c'est qu'on voit toujours le verre à moitié vide. Ouais. Si je dois comparer avec les États-Unis, on voit le verre à moitié plein. Quand on a un verre, hein. Et alors, c'est pas nouveau. Le Français aime se plaindre, le Français aime faire la grève. Moi, je sais combien de fois on m'a demandé aux États-Unis, mais pourquoi les Français font la grève tout le temps comme ça? Je dis ben je sais pas, j'ai pas d'explication. Mais donc je me rends bien compte qu'il y avait un décalage entre les deux, et non pas que on doit copier les États-Unis ni quoi que ce soit, mais sauf que quand on parle mindset, donc il faut aussi informer certaines personnes, parce qu'on me demande encore qu'est-ce que c'est que le mindset. Ouais, l'état d'esprit. Le mindset, c'est l'état d'esprit, mais c'est l'état d'esprit puissance 10, puissance 100. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il n'y a pas de mot français qui traduit vraiment le mot mindset. Oui, parce que l'état d'esprit, c'est faible. C'est faible. Le mindset, voilà. Quand on dit tu as un bon mindset, c'est plus fort que tu as un bon état d'esprit. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, regarde, fais-le chez toi. J'ai un bon état d'esprit. J'ai un super mindset. Tu vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ça fait aussi toute la différence dans la mentalité. C'est-à-dire que aux États-Unis, les gens sont habitués, même s'ils se cassent la figure, c'est pas grave. C'est à partir du moment où ils ont des compétences, ben ça tombe un moment, mais ils savent qu'ils vont se relever. Donc moi, je connais plein de gens qui ont eu des super jobs, ou des directeurs de société qui sont tombés du jour au lendemain, par rapport à la crise, par rapport au 11 septembre 2001, par rapport à plein de choses, mais qui savent se relever. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, Biba, mais d'ailleurs, dans ton livre, dans MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, tu le dis, c'est que ça fait partie des conseils que tu donnes, c'est une chute, un échec n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai appris. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus évident en France parce qu'il y a le développement du développement personnel, les gens en parlent, on connaît Tony Robbins, on connaît tous ces gens-là. Sauf que moi, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'y allais en vacances depuis des années, mais vraiment pour le business à partir de 2000 et 2001, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Et justement, ce concept de la positive attitude, moi je l'ai appris dans un livre de Tony Robbins, L'éveil de la puissance intérieure, je crois que c'est la traduction en français. Ou de se dire effectivement, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, comment on fait pour rester positif. Alors, personne ne dit que c'est simple. Hein. Non, c'est pas simple du tout. Hein. Mais si on a l'esprit justement assez ouvert pour se dire, ok, là il m'arrive une merde, comment je fais pour m'en sortir? Ben, soit je fais rien et c'est de la faute des autres et je joue Calimero et puis il va rien se passer. Donc voilà, on va pas changer sa situation. Soit se dit voilà, c'est un moment difficile, c'est une épreuve, mais comment je peux m'en relever et comment éventuellement soit je peux m'entourer des bonnes personnes et pas ceux qui vont me dire en permanence non, tu vas pas y arriver, ou non, tu vois, je t'avais bien dit, tu y es pas arrivé. Et oui, et d'ailleurs quand tu parles des Français qui font beaucoup, bon, ça veut pas dire qu'aux États-Unis il y a pas les riots non plus, les grèves, il y en a aussi, les manifestations, il y en a plein aussi. Mais en France, on a un tempérament de râleur. On aime bien râler et on préfère se trouver des excuses que de trouver des solutions. Même si on trouve des solutions, on va râler avant pour arriver aux solutions. Mais c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Toi qui as suivi les conseils aussi de Anthony Robbins, j'aime bien cette image, tu sais, des deux autoroutes, l'autoroute du négatif et du positif, avec si tu as une pensée négative, ça va t'amener une émotion négative qui va t'amener une action négative et donc un résultat négatif. Alors que si tu as une pensée positive, tu vas avoir une émotion positive qui va t'amener une action positive et donc un résultat positif. Mais, comme tu le dis, Biba, c'est pas évident. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors justement, dans ton livre, tu donnes des trucs, des astuces et surtout tu racontes ton histoire. Comment est-ce que toi, alors comme je te l'ai dit au début de cette interview, on est un peu né dans le même chaudron, tout le monde n'a pas la chance d'avoir peut-être des parents qui te poussent, une histoire, des gens, des référents qui vont te pousser aux fesses. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on a cet esprit, ce mindset? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que déjà,
on me demande toujours pourquoi les États-Unis. Enfin, au départ, c'était même New York. Hein. Maintenant, j'habite à Miami, mais au départ, moi, c'était New York pendant plus de 10 ans. Depuis que j'étais toute petite, je parlais des États-Unis. Et quand j'ai voulu y aller, je dis non, c'est New York. C'est même pas, il n'y a pas les États-Unis pour moi. Il y avait New York et point d'autre. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai eu la même chose. Est-ce que tu as regardé West Side Story quand tu étais gamine? Parce que moi, West Side Story, c'était New York, c'était West Side Story. Et quand je suis arrivé à New York, pour la première fois, je voyais West Side Story. C'était à voir. Si tu l'as pas vu, tu regardes. Hein. Il faudra que je le regarde de nouveau. Mais par contre, moi, je suis arrivée aux États-Unis la première fois en 92. Et j'ai fait la traversée des États-Unis d'ailleurs. Et en fait, on commençait par New York. Au moment d'atterrir, et ça, je peux pas l'expliquer non plus, mais j'ai une espèce de frisson qui me disait, ça y est, t'arrives à la maison. Alors que, en fait, depuis des années ou depuis toute petite, je me disais, je veux New York, mais je savais pas ce que c'était New York, à part ce que t'en vois dans les films ou les reportages éventuellement. Mais je savais pas du tout. Et je sais aujourd'hui que quand on pose la question aux gens qui sont allés à New York, qui ont habité ou simplement de passage, c'est où on déteste, où on adore. You love it or you live it. Voilà. Donc, il n'y a pas d'entre-deux, mais là, voilà. Et comme d'habitude, moi, dans tout ce que je fais, c'est je sais pas le où, quand, comment, et je cherche pas le où, quand, comment, mais avant même de voir la ville New York, parce qu'avant même, au moment d'atterrir sur le tarmac, je me suis dit, voilà, c'est sûr, je vais venir habiter ici. Après, voilà, 92, je m'y suis installée officiellement en 2003 avec mon visa, mais ça faisait déjà depuis 2000 que je faisais la navette, et avant la navette professionnelle. Ouais. Avant, j'y allais en vacances. Donc voilà, ça a pris du temps, mais c'est pareil, le nombre d'années que ça a pris, il y a plein de gens qui auraient pu se dire c'est trop compliqué, c'est trop ceci, c'est trop cela. En plus, entre 2001 et 2003, j'ai quand même vu 6 avocats. Ouais. Sachant que les 5 premiers m'ont dit que c'était impossible. De vivre, des avocats pour vivre aux États-Unis. Voilà, des avocats d'immigration. Ouais, donc, a priori, on se dit si c'est des pros, c'est eux ils savent quoi. J'en ai vu 5 et comme je m'arrête jamais à un nom, j'ai dit ici il faudra peut-être que j'envoie 10, donc sachant quand même une consultation c'est $450 en moyenne. Ouais. Donc faut être motivé aussi. Parce que c'est de l'argent que j'avais pas nécessairement, mais que je trouvais parce que je savais, voilà, c'était comme j'ai toujours, si c'est au fond de nos tripes, on arrivera toujours à trouver des solutions. Et puis, le 6e, au bout de 2 ans, m'a dit, si, tout ce qu'on vous a dit, parce que moi, on m'a dit qu'il me fallait investir $1 million pour monter un business. Autant dire que je les avais pas. Il fallait, après l'autre, c'était 500 000, 100 000, un mariage blanc. L'autre qui m'a dit, de toute façon, laissez tomber, vous ne l'aurez jamais. Jusqu'au 6e, qui me dit, si, effectivement, laissez tomber tout ça. Vous n'avez pas besoin ni de 100 000, ni d'1 million et vous vous mariez que si vous avez vraiment envie de vous marier. Et votre projet n'est pas trop petit, ni quoi que ce soit. Et donc, 6 mois plus tard, j'avais mon visa. Alors, il faut savoir un truc de Biba Pedron, c'est que quand elle est arrivée à son rêve à New York, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Il faut le savoir, ça. C'est-à-dire qu'elle y est allée en mode « Yallah, j'y vais, j'arrive à la maison, mais il parle anglais, tant pis, je vais apprendre sur le terrain. » Et alors, les seules notions d'anglais, c'est ce qu'on apprend à l'école. Donc, autant dire que quand on arrive en terminale, on sait en gros demander les toilettes et demander son chemin et commander au restaurant, mais ça s'arrête à peu près là. Quoi. Moi, en terminale, j'ai eu 18 au bac quand même en anglais. Hein. Mais parce que j'étais déjà allé en Angleterre, aux États-Unis, parce que j'étais déjà fasciné par la culture américaine d'entreprendre, etc. Et puisque tu parles du bac, j'avais même pas pris anglais au bac parce que j'avais pris espagnol parce que je savais que sinon, j'aurais pas eu le bac. Et effectivement, j'ai bien fait de prendre espagnol. Oui, parce que maintenant, elle habite à Miami et on parle beaucoup espagnol à Miami maintenant. Oui, sauf que j'ai perdu mon espagnol et donc ça me sert à rien. Alors, elle arrive à New York, elle ne parle pas anglais. Comment est-ce que, au moment où tu arrives à New York, tu vis de quoi ? Quand t'es à New York et que tu parles pas anglais encore, et pendant ces 6 avocats là, il y a quand même du temps qui se passe. Tu vis de quoi ? Justement, c'est-à-dire que pour pouvoir aller à New York aussi souvent que je le voulais, parce qu'au départ, j'y allais que pendant les vacances. Et puis, il y a un moment donné où mon patron n'a pas voulu me laisser partir. Et c'est là, en fait, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en disant, je voulais partir pendant 15 jours. Il m'a pas laissé partir. Il voulait pas me laisser partir parce qu'il trouvait que c'était trop long. Mais comme je suis quand même très têtue et un peu bulldog, donc je lâche pas. Et c'est là où je me suis dit, ça me gonfle. Je veux plus jamais laisser personne décider pour moi, même si c'est partir en vacances 15 jours ou si j'ai envie de partir 3 mois. Donc, en 98, j'ai quitté mon job un vendredi soir pour lancer un business le lundi matin. Sauf que,
En 98, c'était le tout début d'Internet, donc on n'avait pas encore beaucoup d'informations sur comment monter un business, on n'avait pas toutes ces formations, donc j'ai acheté 2-3 bouquins pour savoir un petit peu comment je pouvais me lancer. Et donc, je l'ai fait en me disant, maintenant, je veux obtenir cette liberté pour pouvoir aller à New York quand j'ai envie. Sauf que quand on quitte son job du jour au lendemain, on n'a plus de salaire. Eh oui. Et quand on lance un business, en général, on n'a pas beaucoup de clients au début. Et comme à l'époque, moi, je gagnais très bien ma vie, mais que je la dépensais aussi vite, donc quand j'ai lancé le business, j'avais pas d'économie. Donc, c'était même pas de me dire, je tiens pendant 3 ou 6 mois. Donc, j'ai commencé l'activité française. Et donc, ce qui m'a pris 2 ans pour financièrement pouvoir enfin repartir aux États-Unis, payer mes voyages et ainsi de suite. Donc, en fait, je vivais de ce que je gagnais en France, de l'activité française. De l'activité française. Et alors, quelques années plus tard, tout à coup, tu regardes ce qui se passe à New York. Et c'est pour ça que ce livre, regardez, le livre que vous voyez à l'écran, MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, c'est un peu ton histoire. C'est comment tu as fait pour réussir à devenir la business et la mindset coach. Aujourd'hui, Biba Pedron, elle est connue internationalement. Comment elle est devenue experte? Parce que tu n'as pas écrit qu'un seul bouquin, hein, il faut le savoir. C'est le 6e, tu as écrit des livres aux États-Unis, sachant qu'encore une fois, elle ne parlait pas anglais au départ. Elle a écrit Start Your Dream Business Today, Stop Pitching and Start Networking. Alors, justement, networking, le mot networking, ça résonne dans ta tête, ça fait bim, bim, bim. Pourquoi ça résonne dans ta tête? Parce que justement, quand je suis arrivée aux États-Unis, donc je dis maintenant, je veux m'installer, donc il faut faire du business à l'américaine. Donc, ne sachant pas comment on fait du business à l'américaine, en fait, j'ai passé un trimestre complet à la bibliothèque business de Manhattan. Et dans tous les livres que je regardais, que ce soit business plan, que ce soit marketing, que ce soit création de société, il y avait toujours ce mot de networking qui revenait. Et donc, il faut savoir qu'en 2000, 2003, 2001, en France, on parlait pas de networking. Non. Et quand moi, je regardais dans le dictionnaire pour avoir la traduction, le mot networking, c'était plus connecting, c'était plus par rapport à ce qui concernait les ordinateurs. Et j'avais du mal un petit peu à comprendre. Donc, j'ai continué à lire. Et donc, j'ai compris que le networking, c'était donc des événements, en l'occurrence pour des entrepreneurs dans mon cas, parce que mais il y a des networking pour plein de choses, pour que les entrepreneurs se rencontrent. Et ce que je lisais également, c'est que les entrepreneurs américains disaient que 80% de leurs clients, ils le trouvaient grâce au networking. Donc, je me suis dit, ça fait partie intégrante de la stratégie marketing. Donc, un jour, je me suis décidée, je suis partie, donc j'ai trouvé un événement en ligne, donc je suis partie à cet événement. Et alors, faut savoir qu'en dehors du fait que je parlais pas très, très bien anglais, même pas beaucoup au début, je suis également quelqu'un de très timide. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai que tu te mélanges pas au groupe facilement. Tu es bien resté en. T'es témoin. Ah oui, je suis témoin. Mais en revanche, dès qu'on connaît Biba, en fait, elle pourrait. Ça, c'est important. C'est qu'on pourrait croire qu'elle est distante, qu'elle est hautaine, mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme et qui est surtout, qui est tout à fait normal. Elle est pas une bête ou un monstre qui ne veut pas te parler. C'est juste quelqu'un, il faut aller la voir. En fait, c'est ça, Biba. Moi, je dis toujours que au premier abord, les gens pensent que j'ai un manche à balai dans le cul, mais qu'une fois qu'ils me connaissent, ça passe bien. Voilà. Moi, je sais, je suis consciente de la situation, mais ça a toujours été, même quand j'étais petite, c'était comme ça. Donc, voilà, ça fait partie de ma personnalité. Des fois, des gens me disent, ouais, mais pourquoi vous changez pas? Pourquoi vous faites pas? Pourquoi vous changez pas de balai? Devenir clown, c'est ma personnalité. Point. On prend ou on prend pas. Voilà. On prend avec, on aime ou on n'aime pas. Ben voilà. Mais ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave parce que ça me gêne pas non plus. Mais par contre, les gens sont toujours surpris. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont surpris agréablement parce que des fois, on voit des gens sur Internet et puis quand on les voit, ils sont un peu hautains. Là, c'est le contraire. Donc, j'ai plein de gens des fois quand ils me rencontrent. T'as des noms à donner, non? Ouais, mais je les donnerai pas là. On les donnera après. Mais les gens sont surpris. Mais finalement, vous êtes marrante. Mais finalement, vous êtes sympa. La première fois, une cliente comme ça qui était venue justement quand j'avais lancé le mastermind la première fois en 2013, qui est venue donc après 6 mois de mastermind, on ne s'était pas rencontrés. J'avais fait un événement à Miami et je l'avais entendu dire à quelqu'un d'autre, mais elle l'avait pas dit à moi. Elle fait,
ah mais en fait elle est sympa Biba. J'ai dit et j'étais derrière, elle m'avait pas vu. J'ai dit pourquoi vous me croyez pas sympa? Non mais parce qu'on a l'impression que. Donc on a l'impression que. Alors justement parce que cette notion, toi qui regardes et tu te dis, t'es quand même là pour aussi apprendre à communiquer, à être plus à l'aise, etc. L'histoire de Biba, c'est une histoire vraie, une histoire authentique, une histoire sincère. Tu vois là, elle dit elle est timide. J'imagine que toi aussi tu peux être aussi timide ou réservé. Et l'histoire du networking, elle va te raconter après comment elle est devenue une reine. T'as vu le teaser de dingue? Comment elle est devenue une reine, a queen. Et c'est important que cette notion de networking, aller vers quelqu'un, quand tu vas dans un lieu de business, d'entrepreneur, et que tu restes dans ton coin, eh bien, tu ne fais pas de business. Tu sors pas de ta zone de confort. Et justement, Biba, c'est la reine pour sortir de sa zone de confort. Et même si elle a tendance à rester dans son coin, bah, il faut que tu ailles voir justement les gens comme ça. Parce qu'ils ont des diamants à t'offrir. Il faut que tu te bouges pour aller les voir. Parce que justement, Biba, elle est rigolote, elle est sympa, elle est ouverte, elle a un grand cœur. Et elle va te raconter ce qu'elle a fait après et comment elle est devenue une reine. Et justement, par rapport à ça, au networking, donc je disais que j'étais allée à mon premier événement. Donc, en général, beaucoup d'événements se passaient, tu vois, dans les bars, des trucs comme ça. Donc, je suis rentrée dans le bar, il devait y avoir 100-150 personnes. Et je me suis dit, si j'essaie d'aborder quelqu'un ou si j'attends qu'on m'aborde, il y a un tel bruit. Et comme je ne le parle pas bien et qu'il va falloir que je demande aux gens de répéter, c'est juste impossible. Donc, en fait, j'ai pris mon badge, j'ai fait le tour du bar et en 1 minute, j'étais sortie. Voilà, ça a été ma première expérience avec le networking. Donc, elle était badgeuse, quoi. Voilà. Mais comme on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Alors, c'était quoi la leçon, là? C'était quoi la leçon? La leçon, c'est que... alors, au départ, je suis sortie en me disant, mais ces Américains, c'est n'importe quoi et je vois pas comment on peut faire du business dans un tel brouhaha. Mais je suis retournée à ma bibliothèque et je revoyais toujours ces networking. Après, j'ai suivi des séminaires sur le networking. Je voudrais quand même comprendre vraiment ce qui s'y passe et comment ça fonctionne. Et je me suis dit, bon, à chaque fois, on me répète que 80% de ces clients, on les trouve de cette façon-là. Donc, je dis, il faut pas que je reste là-dessus, donc j'y retourne. Donc, je suis retournée à un événement en me disant, cette fois-ci, je ne vais pas partir tant que j'ai pas parlé à 2 personnes. Mais étant toujours timide. Alors, cette fois-ci, j'ai pris mon badge, j'ai pris un verre, je me suis mis dans un coin et j'ai juste attendu qu'on vienne me parler. Parce que moi, j'étais incapable de dire, oui, bonjour, moi, je m'appelle Biba, je fais ci, je fais ça, blablabla. Donc, j'ai attendu que les gens viennent me parler. Heureusement pour moi, il y en a qui sont venus me parler. Et après, je me suis mis un objectif à chaque fois. Donc, la première fois, c'était 2, la deuxième fois, c'était 4 et ainsi de suite. Donc, au bout d'un moment, bon, bah, ça commence à aller un petit peu mieux. Sauf que j'avais toujours le problème de la langue. Alors, entre-temps, bien évidemment, comme j'y allais de plus en plus, ça s'améliorait quand même un peu parce que je suis pas une tâche non plus. Donc, j'ai fini par apprendre. Mais bon, c'est vrai qu'avec l'accent, c'est en plus l'anglais qu'on apprend à l'école, il n'est pas avec l'accent new-yorkais. Ils parlent très vite en plus, ils parrent très très vite quand ils sont dans le business. Et je me souviens quand en 92, on était allé au Texas, c'était une catastrophe parce que là, je comprenais rien de rien, même pas le premier mot. Il faut manger 2-3 chewing-gums et puis. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc effectivement, au fur et à mesure, donc j'ai commencé à être éventuellement un petit peu plus à l'aise, mais pas suffisamment parce que c'est pareil. Aux États-Unis, les Américains, tant qu'on est là en tant que touristes, ils sont prêts à faire tout pour nous aider. C'est-à-dire que dans la rue, on n'a pas besoin de demander. Si jamais les gens nous voient regarder en l'air ou parce qu'on a une carte dans la main, ils sont les premiers à venir nous demander s'ils peuvent nous aider. Ils sont les premiers à nous héberger s'ils nous connaissent pas. En fait, ça va très très vite la relation. Sauf que dès qu'on passe en mode business, c'est terminé. C'est comme ils disent un business. Ils te laissent dans la rue. Donc ils font pas. Donc c'est pas la peine de leur demander de répéter, c'est pas la peine de ceci. Et je le savais parce que ça faisait quand même un moment que je faisais la navette entre les deux. Et comme justement il fallait bien que je trouve une solution pour ce fameux visa. Et que pendant ces fameux 6 avocats, j'avais appris qu'effectivement, je pouvais monter une société pour obtenir mon visa et que le 6e m'avait dit oui. Donc je me suis dit, parce que moi j'avais monté une activité en France de télémarketing, mais si on parle pas bien anglais. J'ai essayé pendant un mois, on m'a tellement raccroché au nez que j'ai dit, bon, on va peut-être falloir trouver une autre solution. Donc, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, j'aime bien le concept. Une fois de plus, on connaissait pas ce concept-là en France à l'époque. J'aime bien le concept, par contre, l'histoire de, il y a 100-150 personnes et le brouhaha, c'est juste pas possible. Donc, en fait, j'ai monté une activité d'événement où je réglais mes 2 problèmes. La timidité. Le côté introverti. C'est-à-dire que dès qu'on est la personne qui organise l'événement, obligatoirement, les gens viennent nous voir. Bien sûr.
Donc, j'ai plus à aller vers les autres. Donc ça me réglait un problème. Et je ne prenais que 25 personnes dans mes événements, donc ça faisait un petit événement. Ce qui fait que moi, je me mettais à la porte pour que, à chaque fois que quelqu'un venait, ben évidemment, je pouvais le rencontrer. Je pouvais leur demander de parler plus doucement pour que je puisse comprendre. Comme on était un petit événement, s'il fallait répéter, ça les gênait pas trop. Fallait pas que je demande à répéter 10 fois non plus, hein, mais bon. Donc, ce qui fait qu'avec tout ça, et en plus, après, je faisais un tour de table, donc je demandais, chacun avait 1 minute pour se présenter. Ensuite, j'avais un intervenant et après, c'était le networking. Donc après, chacun faisait ce qu'il voulait. Alors effectivement, j'ai pas commencé avec ce format-là. J'ai juste commencé parce que j'avais pas d'argent dans les bars. Sauf que moi, je trouvais des bars qui étaient petits et qui avaient une salle séparée. Donc, ça me permettait effectivement, parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais je peux pas parce que j'ai pas d'argent. Ben, j'avais pas d'argent pour louer des salles ni quoi que ce soit. Donc, j'ai trouvé des solutions. Je l'ai fait dans des bars, je l'ai fait chez des coiffeurs, je l'ai fait dans des spas, j'ai fait des choses comme ça. Et au bout de 3 mois. Elle était saoule et elle avait plus de cheveux. Voilà. Et j'avais perdu tout mon argent avec l'alcool. Non, parce que je bois pas d'alcool. Ou très peu. Mais surtout, au bout de 3 mois, comme visiblement, parce que pour moi, il ne faut pas oublier que le concept du networking, c'était nouveau. Donc, ce qui fait que je le faisais pas comme les autres. Donc, il y avait une ambiance un petit peu différente. Et je me souviens qu'au bout de 3 mois, donc je faisais au départ toujours dans le même bar. J'avais trouvé un truc sympa, c'était séparé, il y avait des banquettes, il y avait machin, c'était très bien. Et il y a un mec qui venait régulièrement, puis au bout de 3 mois, il vient me voir, puis il me dit, tu sais, j'aime bien ce que tu fais parce que c'est un peu différent de ce que font les autres. Mais tu tiens vraiment à le faire dans un bar? Je dis, ben non, mais j'ai juste pas l'argent pour le moment, c'est pas possible parce que je faisais payer genre 10 € l'entrée. Donc j'ai dit, ben non, c'est juste pas possible. Il me dit, est-ce que tu veux que je te prête ma banque? Waouh. J'ai pas dû bien comprendre là. Oui, mais avec l'argent dans les coffres, s'il te plaît. J'ai dit, j'ai pas dû bien comprendre. Il me dit, si, je te prête ma banque. Il me dit, ben nous, on ferme. Alors, je sais plus si c'était 17 ou 18 heures qui est fermé. Et moi, je faisais les événements de 19 à 21. Donc, il me dit, la banque, elle est fermée. Donc, on a tout le lobby qui est disponible. Et comme c'est un Américain, eh ben, il sait que, enfin, il était même pas américain, mais il vivait aux États-Unis. Il sait que si je lui amène du monde dans sa banque, c'est des clients potentiels. Évidemment, business est intéressant. Et là, donc, tu as connecté. Première connexion, grosse connexion, là. Eh ouais. Et donc, du coup, j'ai fait mes événements chez lui et d'autres qui venaient à mes événements, qui étaient aussi pour certains des banquiers. Donc là, j'étais d'un côté, j'étais dans le East Side. Un autre banquier m'a proposé sa banque dans le West Side, un autre au nord de Manhattan, un autre dans le New Jersey, un autre, enfin bref. Et après, j'ai eu Merrill Lynch, j'ai eu AXA également qui m'ont prêté des salles, ce qui fait que finalement, même si au bout d'un moment, j'avais de quoi payer, je n'ai jamais payé pendant les 5 ans que j'ai organisé des événements à New York, je n'ai jamais payé. Une histoire que je connaissais pas. C'est génial. C'est génial comme idée. En fait, c'est pas être créatif. Voilà, faut savoir être créatif, mais en fait, c'est arrivé à toi. Finalement, c'est l'Américain qui est venu te voir en disant elle organise des événements de networking, je vais lui prêter mon lieu, comme ça les gens ils vont découvrir ma banque et ça va faire du business. C'est très, très, très bon. Alors, juste pour la petite histoire, quand j'ai voulu amener le networking en 2006 à Paris, en disant je vais dupliquer, pendant 1 an, j'ai fait Paris et Lyon, donc j'avais des gens qui l'organisaient pour moi. Mais pour la préparation, donc comme je cherchais des lieux, je me suis dit, voilà, je vais aller voir les banques, je vais aller voir AXA et Merrill Lynch à Paris. Là, j'ai un peu été prise pour une extraterrestre parce que les gens, vous vous rendez pas compte, on met pas des gens du public dans une banque. Je dis, je sais pas, moi je le fais 5 fois par mois aux États-Unis, ça pose de problème à personne. Donc là aussi, je me suis aperçue que le mindset n'était pas tout à fait. On est en France, c'est sûr. Alors, justement, pourquoi est-ce que tout à l'heure j'ai fait un gros teaser en disant pourquoi est-il devenu une reine? Pourquoi est-ce qu'on t'a appelé la reine de Connecting Queen? The Connection Queen. Connection Queen. Pourquoi? Justement parce que je n'organisais pas mes événements comme les autres et que en plus, alors le principe du networking, je connaissais pas le terme effectivement, mais j'ai toujours mis les gens en relation. Et ce qui fait que dans mes événements, je mettais les gens en relation, c'est-à-dire que les gens quand ils venaient, à un moment donné, ils savaient que s'ils avaient besoin d'une ressource quelconque, on pouvait me demander même en dehors des événements, et j'étais toujours en train de mettre les gens en relation. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens m'ont dit, mais toi en plus de faire des networking, t'es the Connection Queen parce que t'es toujours en train de nous mettre en relation. Et puis surtout parce que
Alors, à l'époque, j'avais pas de stratégie marketing, je faisais juste mon petit truc dans mon coin. C'est-à-dire que moi, mon but, c'était pas de faire un gros business, c'était juste, j'avais enfin obtenu mon visa, il fallait bien que je fasse tourner la boîte parce que s'il y avait plus de business, il y avait plus de visa. Donc, c'est juste, je fais mon petit truc dans mon coin, je fais 1, 2, 3 événements et puis ça va bien. Sauf que ça s'est développé, effectivement, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 5 événements par mois. Quand même. Et que, à force, moi, j'allais à des événements parce que pour amener des gens à mes événements, il fallait bien que moi, j'aille à des événements. Et donc, plus ça allait, en moins de 2 ans, tout le monde m'a dit, mais comment tu fais? Ou comment t'as fait? Parce que on sait que tu parlais pas super bien anglais quand t'es arrivé, parce qu'on était là, on était présents, donc on a entendu. On a vu que tu t'es amélioré quand même. On sait que tu connaissais personne au début et aujourd'hui ton nom on le retrouve partout. Alors le nom de ma société c'est Biba for Network où j'avais volontairement mis le nom de Biba dedans comme ça c'était plus simple. En plus l'avantage c'est que des Biba à New York il y en avait qu'une. Donc chaque fois que quelqu'un parlait de Biba on savait qu'on parlait de moi. Donc, ce qui fait que j'ai développé ma visibilité, mais sans le faire consciemment. Et du coup, les gens me disaient, mais comment tu fais? On te voit partout, dans tous les événements, et ainsi de suite. On voit ton logo partout. Et ensuite, quand les réseaux sociaux sont arrivés, j'ai eu la même chose. C'est-à-dire que tout le monde a dit, mais tu fais comment? Vous faites comment? On voit partout, en français, en anglais. Et c'était le début, une fois de plus, encore des réseaux sociaux. Et quand j'expliquais aux gens que je passais pas, alors je me souviens il y avait un réseau social, je sais pas s'il existe encore, qui s'appelait Rise à l'époque. Et après, il y a eu Facebook qui est arrivé. Donc je crois que Facebook. Rise, non, je crois que ça n'existe plus là. Je crois que ça. Enfin, alors justement, je fais une micro-pause. Je te rappelle qu'on reçoit Biba Pedron, aujourd'hui auteur du livre MDR, non pas mort de rire, mais motivation, détermination et résultat. Réalisation. Et réalisation, la formule gagnante pour réussir. Et ce qui est important, c'est que dans un instant aussi, elle va te montrer. T'as vu, son histoire, elle est géniale. Moi, j'adore. Je trouve ça. C'est un bulldozer. C'est un bulldozer, mais de charme. C'est quelqu'un qui y va avec sa timidité. Toi qui es peut-être timide, sache-le, c'est que Biba, elle est allée au-delà de ses zones de confort. Elle n'est pas restée dans son état d'être. Elle s'est dit, je peux réussir parce que j'ai envie. Alors, on va voir dans un instant aussi peut-être sa motivation. On parle de MDR, motivation. Quelle a été sa motivation pour réussir? Mais ce qui est important, c'est que tu as vu les réseaux sociaux. Au début, c'était le networking, donc dans des espaces. Après, il y a les réseaux sociaux et aujourd'hui, elle aide des gens comme toi qui ont du mal peut-être à se connecter à d'autres, à impacter le monde. Et justement, on va voir comment la vidéo, comment les webinaires, comment les conférences, puisqu'elle est devenue aussi speaker international, comment ça lui a permis de booster aussi son propre business et le business des autres. Voilà. Alors, Biba, justement, ta motivation pour tout ça, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que tout à coup, tu as eu envie de réussir ? Je vais te décevoir, j'ai pas eu envie de réussir. Ah non, mais tu vas pas me décevoir. C'est bien, j'aime bien moi l'idée. Mais pourquoi tu as eu envie de tout ça ? Ouais, non, moi ma simple motivation, c'était de me dire, je veux vivre à New York. Au départ, c'était la seule. D'accord. Donc, évidemment, pour arriver à ça, il fallait le visa. Et puis, une fois que tu commences un business, si les choses marchent bien, tu vas pas te dire, je vais freiner les choses. Donc, ça a évolué un petit peu malgré moi. Et si je suis devenue coach, c'est également aussi suite à la demande. Parce que moi, je faisais mes événements, je cherchais pas à faire autre chose. Alors, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, et en faire 5 par mois, ça commençait à me gonfler un petit peu. Mais là aussi, quand les gens m'ont dit, mais comment tu fais? On te voit partout. C'était ce truc-là qui revenait. On te voit partout. On te voit partout. Et c'est d'ailleurs un fil conducteur, toi. C'est je vous aide à ce qu'on vous voit partout. Tu aimes bien avoir de la visibilité. La visibilité, c'est important pour toi. Et donc, justement, c'est là où les gens commençaient à me demander ce que je faisais, comment je le faisais. Donc, au début, je disais, je fais ça, genre, voilà, je te donne deux, trois conseils. Et alors, entre-temps, j'avais compris que c'était important d'avoir un coach. Donc, j'avais pris un coach. Et un jour, je lui raconte ça. Et il me dit, mais est-ce que tu es consciente de ce qui se passe en ce moment ? Je lui dis, non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, si tout le monde... Je t'avais dit qu'on tousserait. Mais là, je tousse pas parce que j'ai avalé de travers. Alors, Et donc, il me dit, écoute, si les gens n'arrêtent pas de te le demander, c'est que tu fais quelque chose de différent. Donc, essaie de voir ce que tu fais différemment. Donc, une fois de plus, j'avais pas véritablement de stratégie à ce moment-là, mais j'ai mis à plat ce que je faisais. Et du coup, j'en ai créé un programme où, voilà, étape 1, étape 2, je crois qu'il y avait 7 étapes, où il y avait 7 CD à l'époque.
Et donc, j'ai créé mon premier produit pour expliquer aux gens. Et donc, c'est là où, avec le temps, ce terme de on te voit partout, ce terme de visibilité m'a suivi un peu, parce qu'à chaque fois, c'est comment on fait. Et après, donc, j'expliquais tout à l'heure qu'entre 2006 et 2016, je suis pas rentrée en France, sauf que en 2012, j'ai switché le business pour ne coacher que des francophones. Et là aussi, les gens me disaient, mais vous faites comment? Vous êtes même pas sur place, on vous voit jamais. Et vous avez des clients. Et nous, on est sur place, on n'arrive pas à en avoir. Donc, c'est cette visibilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir aussi des fois écouter ce qui se passe autour de nous. Parce que changer d'axe. Changer l'axe. Et aller vers là où les gens se rendent compte qu'on fait quelque chose. Parce que moi, j'avais jamais décidé, j'aurais pu penser devenir coach. Parce que je me souviens aussi, quand je suis arrivée aux États-Unis, tout le monde voulait me coacher. Et je me disais, mais c'est quoi ces Américains? Ils ont un coach pour le business, un coach pour le couple, un coach pour le chien, un coach pour le poisson rouge, un coach pour aller aux toilettes. Ouais. Ils avaient des coachs tout le temps. Et moi, je leur disais à chaque fois, je dis, bah attendez, moi j'ai monté un business en France pendant 2 ans. Alors, j'en ai pas fait un truc énorme, mais je me débrouillais bien. Donc, mais là aussi, c'était mon état d'esprit français, justement, qui disait, bah, moi, je suis capable de me débrouiller tout seul. Mais à force de voir comment les autres travaillaient, et puis aussi, à un moment donné, je dirais que ça m'a piqué un peu aux fesses, c'est de voir d'autres personnes qui avaient démarré leur business en même temps que moi, et eux qui étaient là, et moi, j'étais toujours en train de traîner là. Et quand je leur ai demandé quel était leur secret à eux, ben c'est là où je me suis aperçue en discutant avec plusieurs personnes que soit ils avaient un coach, soit ils étaient dans un mastermind. Donc pour toi, c'est essentiel. Alors le mastermind pour justement se connecter à d'autres entrepreneurs qui réussissent, et le coach pour toi, c'est essentiel. Ben oui, parce que, comme on dit, je sais que c'est banal, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas faire les choses, on risque pas de les faire. Donc, c'est pour ça que tout le livre aussi, c'est de dire d'avoir le bon entourage. Et parce que il faut aller vers des gens qui savent, qui sont là où on a envie d'être, qui sont passés par notre chemin, qui ont eu des galères. Parce que une fois de plus, je connais personne, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, qui ait réussi sans qu'il y ait aucune galère. Donc tout le monde est passé par des montagnes russes, mais toujours pareil. Quand on est en bas, comment on fait pour remonter? Et c'est là où le mindset a son importance. Oui, parce que même Trump, il a réussi, il a eu aussi des galères. Trump, il est né avec un fauteuil doré, quand même. Il avait un papa qui avait beaucoup d'argent. Donc voilà. Bon, empêché de se planter sur plein de choses. Oui, d'ailleurs, et de faire des conneries. Et ça continue. Et ça continue. Espérons que ça continue pas. Bref. En fait, si on parle de Trump, ma carte verte, aujourd'hui, dépend de Trump. Et ta carte orange? Ma carte orange, ça va. Mais ma carte verte, elle dépend de Trump. C'est-à-dire, si il est réélu, là, il va peut-être falloir que je commence à penser à un plan B, parce que ça va être plus compliqué. Intéressant. Alors, Biba, tu es donc la Connection Queen et finalement, tu as basculé encore une fois. Tu as vu cette notion de changement d'axe? C'est-à-dire que tout à coup, on regarde où le vent nous mène et toujours avec un état d'esprit d'ouverture, de curiosité, de où est le marché. Parce que tu dis que tu n'as pas de motivation. Ta motivation, c'était New York. Mais quand même, tu avais cette motivation. Tu aimes entreprendre. Tu aimes ça. C'est quelque chose qui te plaît. C'est devenu une passion, effectivement. C'est-à-dire qu'au début, je l'ai lancé parce qu'il fallait bien faire quelque chose, mais après, on se prend au jeu. Donc, effectivement, de se rendre compte que les gens viennent nous chercher en disant, vous faites comment? Est-ce que vous pouvez m'apprendre? Est-ce que ceci? Et après, de voir les résultats qu'on permet à ses clients, et ben à un moment donné, on se dit, bon, je vais peut-être pas garder tout ça pour moi. Donc, si j'ai pu aider 1, 2, 3, 10 personnes, ben, si je peux effectivement en aider encore plus. Donc, on se rend bien compte à un moment donné de l'impact qu'on peut avoir. Et c'est là aussi où, justement, ça commençait déjà de se dire comment, puisque à partir de 2012, donc je coachais depuis 2012, je ne coach que des francophones, comment je peux amener ce principe de mindset aux francophones et leur amener pour que leur business se développe plus rapidement, parce que on sait aussi que le business c'est 80% mindset et 20% marketing. Et moi j'ai fait l'erreur aussi parce qu'au début c'était marketing, je prenais plein de coachs, j'achetais plein de formations en disant je comprends pas, je fais tout ce qu'ils me disent de faire et voilà ça monte, mais ça monte vraiment doucement quoi. Donc à un moment donné c'est voilà, une fois que j'ai compris. Alors aussi au début moi je savais pas ce que c'était que le mindset. On n'en parlait pas en France non plus. Donc pour moi, c'était un truc que les Américains avaient inventé pour vendre plus. C'était plus un truc de marketing. Mais quand j'ai enfin compris, parce que j'ai commencé à côtoyer des personnes différentes, parce que je suis rentrée dans des masterminds et des choses comme ça, que j'ai eu des coachs, à un moment donné, quand j'ai enfin compris ce que ça voulait dire et comment ça impacte la suite de notre business, mais aussi de notre vie,
là, ça a tout changé. Le mastermind, juste parce que peut-être que toi tu regardes, tu te dis c'est quoi le mastermind, elle nous parle de networking. Le mastermind, c'est, si tu devais le définir, nous on a participé à plein de mastermind, c'est quoi un mastermind, Biba? Alors, un mastermind version américaine... C'est pas le jeu, hein, c'est pas le jeu avec les couleurs. Non, pas le jeu. Mais c'est surtout un groupe d'entrepreneurs. Alors, il peut y avoir des masterminds pour plein de choses, mais là, on parle d'entrepreneurs. Donc, c'est un groupe d'entrepreneurs qui vont travailler ensemble sur une certaine sur 3, 6, 12 mois ou ainsi de suite, et qui vont s'entraider. C'est-à-dire que le fait d'avoir des feedbacks des autres et ainsi de suite, de travailler ensemble et travailler dans la positivité. La bienveillance, ouais. Alors, voilà. La seule chose qui m'ennuie en France aussi, c'est que on met des termes anglais sur tout. Il suffit de voir les publicités. Maintenant, ils ont tous powered by machin. Même des matelas, on a un slogan en anglais. Donc bon, mais on prend les termes anglais et on y met n'importe quoi. C'est pour ça que quand les masterminds, moi j'ai lancé le premier en 2013. Ouais. Après, tout le monde a utilisé le mot de mastermind. Sauf qu'il y a des gens qui font une soirée de networking et qui appellent ça un mastermind. Et du coup, les gens, ils comprennent plus ce que ça veut dire. Alors moi, je sais que j'ai lancé le mastermind pendant 6 ans. Et là, j'en relance un. Et en fait, les gens me disaient, ouais, mais lui, il fait un mastermind à 25 €, vous êtes à 8 000. C'est quoi la différence? Oui, c'est quoi la différence? Alors, mastermind, justement, en France, c'est devenu quelque chose, c'est devenu à la mode, un peu moins maintenant, mais c'est devenu... Il y a des gens qui font des masterminds à 25 000, à 50 000. C'est un truc de malin. C'est quoi la différence entre les différents masterminds? Alors moi, quand quelqu'un me posait la question, le fait que vous me posiez la question, allez à celui à 25. C'est que vous n'êtes pas prêt à venir chez moi. Et allez à celui à 25. Mais c'est parce que, en fait, c'est comme le mot masterclass, tout ça, c'est des termes, on met tout et n'importe quoi en dessous. Donc, un mastermind, le mien, il est à 8 000, 10 000, il y en a d'autres qui sont effectivement, il y en a qui sont à 100 000 et plus. C'est vraiment un lieu de travail où on va pouvoir s'entraider sur du long terme. Donc, c'est sûr que sur une soirée de 2 heures ou sur un week-end, on peut pas. Et en fait, c'est toujours dans un mastermind, c'est toujours les mêmes personnes pendant un certain temps. Donc, si on fait un mastermind ce mois-ci et qu'on en fait un le mois prochain et que c'est pas les mêmes personnes, il n'y a pas de suivi. Oui. Donc, le principe du mastermind, c'est qu'on s'entraide de façon suivie pendant une certaine période. Et après, bien évidemment, moi, j'ai suivi aux États-Unis des masterminds à 20 et 30 000 $. D'ailleurs, maintenant, en France, on est passé à ces prix-là et bien plus, parce que plus on investit. Alors, c'est peut-être même pas le prix en lui-même. C'est que plus nous, on investit, plus on va s'investir. Ouais. Oui, aussi. Plus on investit en argent, plus on va s'investir. Et quand j'ai commencé à investir il y a des années dans des 20 ou 30 000, j'avais pas l'argent. Donc, il faut trouver l'argent déjà. Et puis, on se dit, voilà, je viens de faire un chèque de 30 000. Maintenant, il va falloir que je me bouge le derrière parce qu'il faut le rentabiliser. Exactement. Donc, plus on investit cher, plus on s'investit parce qu'à un moment donné, on a envie de réussir et puis on fait pas ça pour se dire, bah ouais, il m'a dit 2-3 informations puis je vais pas les faire, quoi. En fait, c'est important le mastermind, ça fait marcher ce qu'on appelle le cerveau collectif. Imaginons, il y a Biba, elle connaît pas la France et elle veut arriver et devenir la connection girl ou la business coach, mindset coach en France et elle connaît personne. Elle va arriver dans un mastermind et là, on va avoir par exemple moi, on va avoir un spécialiste, je dis n'importe quoi, de l'immobilier, un spécialiste du coaching en développement personnel, etc. On va avoir plein d'entrepreneurs différents et chacun a son expérience, chacun a des conseils et elle va dire comment je peux faire pour connaître des clients dans mon business. Et là, elle va dire, elle va exposer son problème pendant 15-20 minutes, elle va parler d'elle, elle va parler de son histoire, elle va parler rapidement de ses challenge, hein, on est d'accord, et tout à coup, tout le monde autour de la table va lui dire, tiens, est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as pensé à faire... Et là, elle note, et c'est extrêmement riche, parce que la fois d'après, elle dit, tiens, en fait, merci pour le conseil, j'ai fait ça, ça a marché, c'est génial. Et c'est comme ça qu'on fait monter les business de chacun, et c'est pour ça que le mastermind, pour moi, si vraiment... Tu as entendu tout à l'heure, le networking, c'est important. Le mastermind, c'est important. Se connecter, aller dans des événements, c'est important. Puis après, dans un instant, on va aussi voir comment la vidéo, comment les webinaires, les conférences, être conférencier, speaker, c'est aussi important pour impacter le monde. Ça, c'est très important.
Et pour ajouter sur les masterminds, ce qui est important, c'est la mixité dans les business, en fait. Ouais. Je me souviens, une fois, on avait quelqu'un qui avait la plus grosse école de cosmétiques de Los Angeles. On avait quelqu'un qui avait une chaîne d'hôtels au Canada. Donc, on n'est pas tous dans les mêmes business. Par contre, ce qui est intéressant, c'est justement de voir l'œil des gens sur ce que l'on fait, sur ce qu'on présente. Déjà, est-ce qu'on le présente correctement? Est-ce qu'ils comprennent ce que l'on fait ou pas? Parce que si eux, déjà, moi, je dis toujours que le mastermind, c'est un lieu sain où on peut tout dire. Il faut surtout pas se rétracter ou avoir peur de dire quelque chose, parce que sinon, donc, si eux ne comprennent pas, il est évident que le public ne va pas comprendre. Mais donc, ça permet aussi d'avoir leur feedback, mais aussi de se dire, tiens, par exemple, celle qui a l'école de cosmétique, elle fait ça, comment moi je peux l'adapter sur mon business? C'est ça, c'est comment on peut modéliser les expériences des uns et des autres. Et quand j'ai, moi, participé à mon tout premier mastermind à New York, c'était un mastermind sur 3 mois à l'époque, et je me souviens que je venais de démarrer mon activité de consulting, donc en dehors des événements, pour aider les Français à s'installer aux États-Unis. Et moi, mon tarif, il y avait personne qui faisait ce que je faisais. C'est-à-dire que moi, j'étais devenue ce qu'on appelle un one-stop shop. C'est-à-dire que les gens, j'avais tellement galéré pour trouver mes papiers, mon visa, les bonnes réponses, que il y avait plein de Français qui venaient à mes networking, mais ils venaient pas pour le networking, ils venaient juste savoir comment j'avais obtenu mon visa. Donc, c'est vrai que pendant 8 mois, je leur avais dit, pareil, vous faites ça, jusqu'à un moment donné où ça commençait à prendre de mon temps. Et donc, j'ai contacté les avocats, les comptables, les machins, qui faisaient déjà partie de mon réseau en disant, est-ce que vous voulez travailler avec moi? Mais ça, il y avait personne qui le faisait, donc je savais pas comment le facturer. Donc je me souviens qu'à l'époque, je l'avais mis à $99 et que encore, quand j'avais des gens qui me contactaient, genre quand on me demandait et c'est combien, tu sentais qu'il y avait un truc là qui coinçait. C'est $99 et du genre si tu veux négocier, il y a encore de la place à négocier. Et la première fois que j'ai fait mon hot seat, parce que ce que tu expliquais tout à l'heure, ça s'appelle effectivement un hot seat. Un hot seat. Voilà, on se met sur une chaise et on explique son challenge. Et là, ça chauffe. Et là, ça chauffe. Et je me souviens, quand je leur ai expliqué ce que je faisais, donc tout ce que je leur apportais pour $99, il y a eu un véritable tollé dans la salle et les gens m'ont dit « Mais t'es complètement malade de vendre ça à $99 ». Je lui ai dit « Pourquoi c'est trop cher ?» Ouais, c'est exactement ça. C'est que tout le monde va dire « Pourquoi c'est trop cher ?» Voilà. Et donc, du coup, il me dit « Mais tu nous as dit que tu avais mis 2 ans à avoir des tas d'avocats, ça t'a coûté tant. Si tu rajoutes les séances, les consultations avocats, les consultations comptables, tes allers-retours, le logement, ça t'a coûté combien pendant les 2 ans ?» Je dis, j'ai jamais fait le calcul, mais ça coûte un peu d'argent. Il dit, et là, tu leur donnes tout en 1 heure. Et tu leur donnes en plus les contacts. Ils n'ont même plus à aller chercher les contacts. Donc, il dit, regarde ne serait-ce que tu fais le calcul de tes 6 consultations d'avocats. Oui, parce que ça va pas faire 6. Hein. Ça fait 6. Tes 6 consultations d'avocats. Mais elle a le bras long en même temps. Donc, et donc, je dis, ok, mais je fais quoi? À partir de demain, c'est $1000. Ok. Je leur dis, attendez, j'arrive déjà pas à vendre parce que on a toujours tendance à croire que plus on est bas, plus on va vendre. Donc je dis à 99 déjà, quand je vois ce que j'ai investi, effectivement, ça tourne pas beaucoup. Et donc ils me disent, tu le mets à 1000 euros, à $1000. Et étonnamment, entre guillemets, effectivement, à partir du moment où je l'ai mis à 1000 euros, d'abord, ils m'ont donné confiance en moi. Donc, j'avais plus de confiance quand je partageais aux clients. J'avais plus d'assurance. J'ai reconnu ma valeur, effectivement, de ce que je leur apportais. Et que à 1000 euros, d'un seul coup, en 15 jours, j'avais mon premier client. Et après, il y en a eu plein d'autres. Alors, évidemment, il y en a plein qui me disaient aussi, c'est cher. J'ai dit, si c'est cher, allez voir les autres. Vous allez voir ce que ça va vous coûter. Et c'est ça aussi, d'être entouré par un coach ou dans un mastermind, c'est supprimer ça, c'est avoir une meilleure confiance en soi, et mieux savoir présenter son service aussi. Avoir un message clair. Voilà. Et ce que je dis aujourd'hui aux gens, parce que moi, quand je commence à coacher les clients, en général, je double ou triple leur tarif, voire je rajoute un 0. Un peu comme eux m'ont fait. Et quand on prend confiance en soi, que l'on sait présenter son service, mais que l'on sait le présenter d'une telle façon que pour le client, c'est une priorité. C'est irrésistible. Pour moi, mes clients qui venaient, c'était comme moi, c'était je veux aller aux États-Unis, donc c'était leur priorité. Donc ceux qui sont vraiment motivés, 1000 euros. Et je me suis aperçue qu'à 1000 euros, j'avais moins de chieurs entre guillemets, parce qu'à 99, ils voulaient tout, mais c'était encore trop cher. Mais t'as raison. Et que petit à petit, j'ai développé effectivement les services et que à la fin, parce que c'est une activité que je fais plus, mais à la fin, je crois qu'on était entre 12 et 15 000 $, le pack complet avec le comptable, le business plan, le visa et ainsi de suite. Et que
alors, il y avait toujours mais un petit pourcentage de gens disaient, ouais, mais si, on peut pas négocier. Non. Moi, c'est déjà négocié. Je sais ce qu'on vous apporte. Je sais la rapidité. Vous allez obtenir votre visa si vous avez un bon dossier, si vous suivez ce que l'on fait, bien évidemment, parce qu'il y a toujours des gens qui prennent un conseiller, mais qui font l'opposé. Et à partir de là, il n'y avait pas de négociation possible, mais parce que j'étais bien dans mes baskets et je savais le service que j'apportais. Bien sûr. Alors justement, dans ton livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie, page 236, tu vois, j'ai mis un petit post-it, c'est important le post-it. Hein, achète tes post-it quand tu lis un livre, parce que sinon ça sert à rien. Il y a un truc. Il va falloir que je fasse des post-it MDR et que je les livre avec le livre. Alors, il faut savoir que Biba, c'est quand même une marketing girl. Regardez bien. Attendez, je me barre un petit peu du truc. Elle a ça, je l'ai mis sur le côté. Regardez, avec le livre, elle a carte de visite. Oh là, carte de visite. Elle a petit marque-page MDRC. Waouh, tout est carré à l'américaine, c'est super. On a besoin d'un marque-page quand on lit un livre. Eh oui, non, mais t'as raison, mais on n'y pense pas forcément, tu vois. Et alors là, page 236, tu dis, quand vous êtes au 1er janvier, admettons que vous faites partie des solo-entrepreneurs responsables et que votre objectif annuel soit de 100 000 euros. Dans la tête de beaucoup de gens, 100 000 euros, waouh, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Et ben toi, d'ailleurs, on a un peu le même état d'esprit, tu dis, bah oui, mais si tu divises 100 000 euros en 12 mois, ça fait finalement 8 333 euros par mois. Donc 8 333 euros, tout dépend du produit qu'on a à vendre, mais derrière ça, tu divises par 4, ça fait 2 083 euros par semaine. C'est beaucoup moins haut que l'Himalaya à 100 000 euros. Et si tu le redivises encore, ça peut arriver à 297 euros par jour, tout à coup. Donc si finalement tu vends un produit à 297 euros, ben, ça te fait vendre un produit par jour à 297 euros. Donc, en fait, elle t'apprend dans le bouquin comment, justement, être capable d'avoir un mindset qui va rendre positives les choses. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est comme si on dit demain, il faut monter l'Himalaya. Ouais, exactement. On n'est pas en bas et on fait un pas, on est en haut. Voilà. Donc, obligatoirement, on monte doucement. Ça prend, j'imagine, plusieurs jours et ainsi de suite. Ça demande de la préparation sportive, ça demande des tas de choses. On va pas arriver, je suis en bas, à moins d'être la sorcière bien-aimée, on fait ça et puis on arrive en haut. Exactement. Sinon, donc, c'est ça. Mais elle est gelée, hein, d'ailleurs, là-haut. Hein, on peut la voir, la sorcière. Mais c'est comme tout, ça se prépare, ça s'apprend et c'est de là où, justement, on a besoin d'apprendre des autres et que son mindset doit changer aussi, parce que c'est pareil, moi quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait on m'a présenté quelqu'un qui s'appelle Ali Brown, qui est devenu mon mentor depuis, qui d'ailleurs a mis son premier témoignage dans le livre, il vient d'Ali Brown. Oui, c'est vrai. Et là, j'en suis assez fière. C'est chouette. Et effectivement, et je me souviens, moi, parce qu'à l'époque, j'avais encore cet état d'esprit français, justement. Elle avait un programme, je ne sais plus si c'était 360 ou 390. Là, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais 390. Et mon esprit de français, c'est on n'achète pas si on n'a pas l'argent. Donc, à l'époque, je n'avais pas l'argent, hein, comme pour prendre des salles. Donc, c'est je vais mettre de l'argent de côté et quand j'ai l'argent, je vais acheter. Sauf que ça m'a pris des mois pour avoir de côté ces 360, 390. Et le jour où pratiquement le moment où j'ai l'argent, elle double le tarif. Donc, je suis toujours en retard, j'ai toujours un train de retard. Bien sûr, évidemment. Donc, ça m'avait visiblement pas servi de leçon. Donc, je dis, c'est pas grave, je vais continuer de mettre de côté, on va encore perdre des mois et puis j'achèterai le truc à 690. Et quand j'ai eu enfin plus ou moins l'argent, elle est passée à 10 000. Et là, je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Et même après, elle a sorti un programme même à 100 000. Donc, elle avait sorti un programme à 10 000 pour plusieurs mois et la journée VIP à 10 000. Et là, je me suis dit, mais c'est plus possible. Jamais je vais pouvoir rattraper le truc. Jusqu'au moment où j'ai perdu suffisamment de temps, où je voyais que par rapport à d'autres, mon chiffre, il bougeait pas. Et à un moment donné, j'ai dit, voilà, il faut arrêter. Et c'est que, heureusement, entre-temps, j'avais côtoyé suffisamment de gens pour avoir le bon mindset et de me dire, si j'ai envie de rentrer dans la cour des grands, c'est pas voilà, il faut que je trouve l'argent et comme je l'ai pas, je vais les mettre sur mes cartes de crédit. Et là, j'ai acheté son programme d'ailleurs quand je suis rentrée dans son mastermind. Alors j'avais acheté des produits à 1000, après à 3000, je suis rentrée dans son programme en 2012 qui était à 15 000. Et moi, mon truc, c'était de me dire,
la journée VIP quand même, je sais pas comment je vais me la payer, mais un jour j'aimerais bien. Voilà, du genre j'aurais réussi le jour où. Alors, c'est marrant parce que je pense que c'était à Libron quand tu m'en parlais il y a quelques années de ça, on s'était recroisés, puis tu m'avais dit, tu avais une coach qui t'appelait toutes les semaines, qui te boostait. Des fois, ça te faisait culpabiliser parce que tu n'avais pas fait tes devoirs, un peu comme une sale gosse qui a pas fait ses devoirs. Ah, j'ai oublié mon bouquin. Et tu dis. Alors, c'était pas elle, mais c'est pour ça aussi. Non, c'était pas elle, c'était une autre. C'était une autre. Mais c'est justement là où on a besoin, parce que quand on est tout seul, on fait les choses et puis c'est demain. Quand on a un coach qu'on a tous les 15 jours ou une fois par mois, peu importe, ou toutes les semaines, on se booste. Voilà, c'est pas toutes les semaines ou tous les mois, on va répéter, non, ça j'ai pas fait, et puis de se trouver des tas d'excuses. Donc ça nous botte le derrière, en fait, d'avoir un coach, obligatoirement. Donc, t'as compris, ça te botte le derrière d'avoir un coach. Donc, c'est important de pas rester seul dans ton coin, et c'est important de te faire aider, de te faire accompagner. Et t'as vu, là, il y a plein de moyens de te faire accompagner, les masterminds, les masterclass, on en parlait tout à l'heure, on va masterclass, aller apprendre de gens qui ont réussi, ça c'est important, se connecter aux autres, être justement dans l'envie d'impacter le monde, c'est ce que tu veux, toi tu veux ça, on est bien d'accord, si tu es là, c'est que tu as envie d'impacter le monde, tu as envie de transmettre, de diffuser, d'inspirer, de motiver les gens, voilà, et c'est pour ça que c'est important que tu lises ce bouquin, le bouquin de Biba Pedron. Il est là, vraiment, commande-le. On le trouve partout aujourd'hui, ton bouquin. Sur Amazon, uniquement. Sur Amazon, déjà, Amazon, donc en un clic. En un clic, tu l'as. Voilà. Donc, et juste pour finir la petite histoire avec oui, attention, parce que les histoires, on en a plein. Voilà. Parce que c'est pareil, on peut vouloir des choses, mais si on ne va pas jusqu'au bout, ça, on peut le dire indéfiniment, c'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis dit j'aimerais bien, jusqu'au jour où, effectivement, donc moi je suis rentrée en France finalement en 2016 et depuis je fais la navette, et juste avant de rentrer en France, parce que là je savais que c'était encore un autre cap de mon business que je passais. Et non seulement j'ai pris la journée à Libran qui à l'époque était à 15 000, mais cette fois-ci je la mettais plus sur des cartes de crédit, je pouvais la payer en une fois et j'étais très fière parce que je me souviens du jour où je m'étais dit, et d'ailleurs quand je suis arrivée à la journée, j'ai dit Ali, tu peux pas t'imaginer le jour où tu nous as parlé de ta journée VIP à 10 000 où t'as amené la limousine, t'as amené machin. Elle me dit ouais mais là il y a plus de limousine. Je m'en fous de la limousine. Elle me dit c'est plus à 10 000 c'est 15 000. Je m'en fous, mais maintenant je le veux. Donc c'est ça aussi, c'est comment nous on fait des étapes et qu'on s'aperçoit que on évolue aussi. Et c'est pour ça que moi, quand avec les clients ou dans les groupes, c'est les célébrations. Parce que si on ne célèbre pas chacune de nos étapes, on se rend pas compte parce qu'on est dans le truc, on tourne, on est comme un rat qui tourne et on se rend pas compte. Donc c'est pour ça que les célébrations sont, même les petites. Moi je dis aux gens, vous achetez un bouquet de fleurs, une tablette de chocolat, une boîte de chocolat, des macarons, ce que vous voulez, une bague à $5. On s'en fout. N'importe quelle petite réussite ou victoire est une célébration justement à mettre en avant parce que c'est important. Souvent, on regarde ces échecs, ça c'est très français aussi, on regarde ces échecs et on se dit « Ah, je suis qu'une merde. » Voilà, c'est pas vrai. Il y a plein de choses que tu fais qui sont extraordinaires. C'est tout bête, mais tu es d'accord avec moi, mais tu viens de faire un super risotto. Tu viens de faire un super risotto pour tes invités de samedi. Et ils t'ont tous dit, waouh, il est génial ton risotto. Ben ouais, mais c'est pas une victoire pour mon business. C'est pas une victoire pour ton business, mais c'est une victoire pour ta confiance en toi. Et ça, c'est vachement important. Alors, justement, toi, t'as quand même, encore une fois, t'as des ingrédients en toi. Voilà, c'est un T-Rex, Biba. C'est un T-Rex gentil. Un T-Rex gentil, qui ne mord pas. C'est un T-Rex qui ne mord pas. Et pour parler justement, on parle aux francophones, on parle à beaucoup de gens qui ont cet état d'esprit, ce mindset un peu francophone, à se dire oui mais sceptique, oui mais tu comprends, j'ai pas l'argent, etc. Quel bénéfice on peut avoir de tout ça? Comment est-ce qu'on peut passer de j'ose pas à je vais investir 5 000 € ou 2 000 € dans une formation ou dans un coaching? Comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre? Il y a quand même des étapes, c'est comme l'Himalaya. Oui, mais on en revient toujours à la priorité. Est-ce que pour soi, est-ce que le business est une priorité? Est-ce qu'on veut vraiment le développer ou est-ce que on fait son petit truc et puis on prend des petites formations à droite à gauche et puis voilà, si ça se passe bien, tant mieux, puis si ça se passe mal, j'irai faire autre chose. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours cette expression dans les tripes. Vraiment, si c'est dans vos tripes, vous trouverez toujours l'argent. Moi j'ai plein de clients qui effectivement n'ont pas l'argent quand ils viennent à moi, mais qui vont le trouver, qui vont l'emprunter, qui vont vider leur livret A ou des choses comme ça. Est-ce que vous voulez un véritable
business ou est-ce que vous voulez faire vos petits trucs en disant, j'ai pas là. Et c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que quand je disais, il faut que je trouve mes $360 et après mes $690, pendant tout ce temps-là, j'ai perdu plus d'1 an et pendant cette année-là, puisque j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent aussi. À partir du moment où j'ai dit, ça y est, maintenant, on passe dans la cour des grands, il faut vraiment, parce que mon premier coach m'a permis, justement, tu parlais des 100 000 tout à l'heure, mon premier coach m'a permis de enfin passer la barre des 100 000. C'était déjà pour moi énorme et voilà, des années avant, j'aurais même pas imaginé pouvoir avoir un business où je faisais 100 000. Mais il m'a appris, il y a eu des étapes. Mais sauf que l'erreur que j'ai faite et l'erreur que fait beaucoup de gens, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an avec ce coach-là, j'ai passé la barre des 100 000. Pour moi, c'était l'objectif ultime. Donc voilà, maintenant je sais tout, je suis une grande, je sais faire et après j'ai plus besoin de personne. Sauf que à tout moment, on a besoin d'évoluer. On a son mindset, c'est pas quelque chose qu'on a une fois pour toutes qui va évoluer également. Et pendant 2 ans, j'ai joué celle qui sait tout. Et pendant 2 ans, je suis restée à un plateau à 100 000. Ça n'a pas bougé parce que les techniques pour aller à 100 000, c'est pas les mêmes techniques pour aller au-dessus. Bien sûr. Donc du coup, à un moment donné, je me suis dit il faut recommencer. Donc il faut bien se dire que si on a véritablement envie d'avoir un business qui se développe et qu'on ne met pas l'investissement nécessaire, en fait c'est pas 5 000 ou 10 000 ou 20 000 euros ou peu importe le prix qu'on va payer le coach, c'est cet argent-là qu'on perd. Et quand moi j'ai beaucoup de clients qui ont des sociétés qui viennent de démarrer ou qui ont 4-5 ans mais qui n'ont pas les résultats qu'ils veulent et qui en 90 jours doublent parce qu'effectivement je leur mets en place des stratégies et je leur change leur mindset parce qu'avant de pour pouvoir changer les tarifs, il faut justement travailler sur son mindset. Parce que quand je fais passer quelqu'un de 450 à 3000 ou à 5000, c'est pas juste dire sur le papier, tu passes de 450 à 5000. Il faut l'accompagner. Bien sûr. Parce qu'il y a un marketing, il y a, comme tu le dis, une offre irrésistible derrière. Mais il y a surtout d'être clair dans sa tête. Oui, parce que le mode d'emploi, suivre une recette, ça ne fait pas un bon plat. C'est quand même l'état d'esprit, c'est le feeling personnel. Comment est-ce que tu vas mettre ta personnalité dans ta stratégie? Donc, on sait que si on veut avancer, il faut se faire accompagner. Si on prend, l'exemple est simple, mais si on prend n'importe quel sportif, là, il y a eu Roland-Garros qui s'est terminé, Nadal, il n'est pas arrivé là tout seul en disant, moi, je vais taper dans ma balle et puis je vais apprendre tout seul. Mais tu sais, Céline Dion le dit elle-même, c'est pas parce que c'est une des plus grandes chanteuses du monde qu'elle n'a pas un coach vocal qui la suit, parce que on a toujours ça, on a toujours besoin de ça, toujours. Biba, dans le business, si on n'est pas accompagné, à un moment donné, c'est pareil, on va rester sur ces... Là, moi, je viens de reprendre une coach aux États-Unis parce que je veux rentrer dans une autre sphère. Donc, c'est une sphère que je connais pas. Et puisque je la connais pas, j'ai besoin de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est déjà là pour passer dans cette sphère-là. C'est quoi la sphère? C'est quoi ta sphère? C'est quoi cette nouvelle sphère? C'est quoi cette nouvelle sphère? En fait, c'est alors, parler en public, je le fais déjà depuis longtemps, mais alors, c'est plus flagrant aux États-Unis, je pense, mais parler en public, c'est parler pour vendre, ce que je fais moi depuis des années, c'est-à-dire que je viens, je parle, je me fais pas payer et je vends mes produits derrière. Bon, en général, ça se passe super bien, donc on est payé quand même, c'est pas comme s'il y avait zéro. Mais aux États-Unis, alors en France, on a ça dans les entreprises, mais aux États-Unis, même dans les grandes conférences, c'est comment être payé avant même pour monter sur scène. Et ça, c'est un domaine que je ne connais pas. Je sais pas quelles sont les stratégies à prendre. Déjà, là, j'en suis à ma 2e session et j'ai déjà appris plein de choses que je ne connaissais pas. Donc, une fois de plus, si on ne le sait pas, quels sont les mots à utiliser, quelles sont les choses à ne pas dire, comment présenter les choses, si on connaît pas, on arrive sur un marché. C'est un gros business aux États-Unis. Moi, j'ai découvert ça parce que comme j'étais dans la radio, la télé, le business de la prise de parole face caméra, en public, etc. J'avais regardé ce que faisaient les Américains il y a quelques années. Il y avait c'était un John Fick ou je sais plus quoi, qui organisait justement des séminaires. Alors, moi, j'étais intrigué. C'était au début du web, donc on était dans les années 2002, et je regardais ça. Et le gars, il vendait un programme. Il disait, venez en Thaïlande, je vais vous apprendre comment des gens peuvent gagner jusqu'à 5 000, jusqu'à 10 000 $, jusqu'à 20 000 $ en une soirée. Et la formation que je vais vous donner, le séminaire que je vais vous donner, coûte 30 000 $. Et alors là, on regarde... Tout le monde se précipite. Non, mais c'est sur le web. Tu vois, 30 000 $. Et là, tu dis 30 000 $, ça fait beaucoup. Tu sais, dans ton esprit, ça fait beaucoup. Puis en plus, faut que tu payes le billet pour aller en Thaïlande. Non, tout est inclus. Tout est entre 30 000. Mais vous n'allez pas payer 30 000 $. Vous n'allez pas payer 30 000 $. C'est pas 30 000 $. On ne fait pas en vendeur de tapis. Il dit, vous n'allez pas payer 30 000 $, vous allez payer 5 000 $.
Ah bon? Et là, tout à coup, de 30 000, on passe à 5 000 $. Et il dit, voilà comment ça va se passer. C'est que, comme je suis tellement sûr de mon séminaire, de l'apprentissage, de tout ce que je vais vous donner, je vais prendre les 25 000 $ en commission sur vos prochaines conférences que vous allez faire et dans lesquelles vous allez gagner de l'argent. À chaque fois que vous ferez une conférence, eh bien, je prendrai un petit peu d'argent, mais ça va vous permettre de vous lancer et c'est comme ça que moi, je vais me payer. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Je pense que ça, tu as dû l'apprendre. Hein? Bien sûr, c'est énorme. Par contre, moi, ce qui m'avait marqué au début aux États-Unis, parce que là, tu disais c'était sur le web avant qu'il y ait les webinaires et tout ça, c'est d'aller à des événements. Je me souviens, celui qui m'avait marqué le plus au début, c'était T.R. Baker. Où on était 1200 ou 1500. Et quel que soit le produit qu'ils vendaient, alors le premier jour, première matinée, c'était un truc à 20 $. C'était un livre. Et plus ça allait, plus ça montait. Et on a fini les 3 jours à 50 000 $. Et il y avait autant de monde pratiquement au livre, parce que là, on allait aux tables à la fin, et je disais, mais comment ils font? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Alors, c'est vrai que là aussi, il y a une histoire de mindset, c'est que les Américains, ils mettent beaucoup sur les cartes de crédit. Donc après, j'ai compris comment ça fonctionnait et pourquoi il y en avait plein qui s'endettaient de façon pas possible. Mais il y a des stratégies marketing, et j'avais même rencontré quelqu'un à ce séminaire-là qui expliquait que dans Train the Trainer, donc un des programmes de T.R. Baker qui enseigne justement à faire ce genre de choses, que dans la formation, il n'y avait rien à vendre. Donc, les gens étaient là pour apprendre. Ils savaient qu'il n'y avait rien d'autre. Ils avaient pris le programme à 50 000. Il n'y avait rien d'autre à acheter. Que pendant la présentation, ils allaient tous à la table quand même pour acheter un truc qui n'existait pas. Donc, ça montre justement, effectivement, d'abord le mindset de se dire « j'en ai besoin, c'est important ». Et aussi, la raison pour laquelle ça fonctionne mieux aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas ce même rapport à l'argent. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est marrant parce que je me souviens d'un truc que tu m'avais dit. J'avais organisé il y a quelques années un séminaire du rêve à l'action. Et tu étais étonné qu'à la fin, justement, je ne propose pas une offre plus grande. Et je t'ai dit, oui, en effet, tu as totalement raison, mais c'est vrai que c'est pas dans mon état d'esprit. Moi, je suis plus du côté un peu artiste, un peu on y va on donne et puis après on vend si on veut, mais je suis pas dans cet état d'esprit américain. Mais Biba avait totalement raison, c'est que à la fin d'un événement où tout le monde est content, si tu offres quelque chose de plus, de toute façon, c'est toujours du business, du chiffre d'affaires qui rentre. Oui, et puis surtout, c'est quelque chose dont les gens ont besoin. Je me souviens, ce jour-là, je t'ai même dit, tu veux m'expliquer pourquoi tu n'as rien vendu là pendant... Elle m'avait dit, je me souviendrai toujours de ça. Et elle avait raison. Elle avait raison. C'est juste que moi, dans ma tête, je fais les choses. Bon, et puis tu me connais, je fais les choses parce que je suis plus dans l'envie de... Le côté artiste. Voilà, le côté générosité, le côté, je donne et je m'en fous du reste. Mais tu as raison derrière. Voilà, c'est là où il faut penser que les gens viennent te voir pendant un week-end. Donc, il y en avait certains, c'était déjà des clients à toi et ainsi de suite. Et on était, je crois, une centaine de personnes. Mais ces gens-là, c'est pas leur vendre un truc dont ils n'ont pas besoin. C'est pas vendre un truc à des Esquimaux. Ces gens-là, ils sont dans ta formation, ils utilisent ta plateforme, ils ont des besoins. Et je t'avais dit, moi, je suis ta cliente, je suis cliente LearnyBox. Si tu m'offres un pack en me disant, vous avez 5 sessions de coaching pour le prix de 3, de toute façon, j'ai besoin du coaching parce que j'ai besoin d'aide pour ceci, cela, ou quand il y a un truc qui va pas comme je veux. Donc, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc, c'est pas aller chercher quelque chose aux gens dont ils n'ont pas besoin. Elle a raison, voilà, elle a raison et c'est la raison pour laquelle aussi tu dois absolument te procurer ce bouquin. D'ailleurs, dans ce bouquin, on avait dit qu'on ferait une interview de 30 minutes, une demi-heure. Oui, mais bon, écoute, on a plein de choses à se dire, voilà. Alors là, page 194, il y a les 10 conseils pour définir votre mindset pour le succès. Je te recommande vivement donc MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Et c'est le bouquin que tu commandes sur Amazon maintenant. Biba, pour terminer. Alors, juste oui, mais après elle dit que ça fait pas une demi-heure. D'ailleurs, t'as pas toussé encore, hein. T'as pas toussé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais bon finalement sa situation c'est pas la mienne et puis moi j'ai ça et puis moi j'ai ça et puis moi j'ai ça. Faut savoir aussi que dans mon histoire j'ai quand même eu 2 cancers en 10 ans. Donc voilà, parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais ses problèmes à elle, voilà, elle était peut-être timide, elle parlait pas anglais, c'est pas des gros trucs. J'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent ouais mais moi je fais un burn-out donc je ne peux pas faire ci.
J'ai même une femme un jour qui m'a dit ouais, je vous souhaite pas d'être malade un jour parce que vous verrez bien comment vous réagirez. Je dis merci. On va échanger mes 2 cancers contre votre burn-out. Après, on va commencer à discuter. Et c'est pour montrer effectivement que quelle que soit la situation, aussi complexe qu'elle soit, tu parlais tout à l'heure des gens qui partagent. Alors, s'il y a moins d'hommes, il y en a qu'un, parce que j'ai cherché plus d'hommes et puis ils n'ont pas nécessairement répondu. Donc, voilà, il y en a qu'un qui a répondu. Oui. Mais celui qui a répondu, l'histoire est super forte. Hein, c'est Norbert qui a vécu le génocide au Rwanda. Dans les autres témoignages, j'ai de l'inceste, j'ai une autre personne qui a connu la guerre également. Et je voulais pas montrer que mon parcours parce que les gens vont dire ouais, mais bon, ça c'est son truc. Qu'il y a plein de gens comme ça qui ont des parcours qui sont très compliqués et c'est pas juste ce que j'appelle un petit bobo. C'est pas mon patron m'a dit ci, mon patron veut pas me donner une augmentation. C'est vraiment des choses importantes et que une fois de plus, quelle que soit la situation, on a 2 options. Soit on se laisse aller, on fait Calimero et il se passe rien, soit on décide de bouger et on peut transformer sa vie. Je suis complètement d'accord avec toi et ça, c'est ce que tu vas découvrir justement des belles histoires inspirantes d'entrepreneurs dans ce livre MDR, la formule gagnante pour réussir sa vie. Biba, avant de se quitter, pourquoi est-ce que la vidéo, le webinaire, savoir parler en public, face caméra, au micro, en plus avec les confinements qu'il y a eu, savoir impacter le monde quand on est justement en Normandie comme toi ou moi à Pouls, tout près de Nîmes, comment est-ce qu'on peut irradier le monde et justement aider les gens à changer de vie? Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi ça a changé ta vie, toi? Parce qu'il y a eu le networking, il y a eu le networking, il y a eu les masterminds, il y a eu voilà tout ce que tu as fait, il y a eu les réseaux sociaux, et puis aussi à un moment donné, tu as vu que la vidéo, les webinaires, c'était important pour toi. Ouais, moi, je suis passée à la vidéo en 2009, je crois. Tout simplement parce que, en fait, quand les gens nous voient, alors avant, on faisait que des articles, on avait des blogs, on faisait que des articles. Sauf que quand on passe à la vidéo, logiquement, on est naturel. Alors, effectivement, dans mes vidéos, je souris pas nécessairement parce que, voilà, c'est moi. Parce qu'il faut apprendre à me connaître avant que ça passe. Mais c'est moi. Donc, il faut rester authentique. C'est pas d'essayer de jouer un rôle. Sauf que, effectivement, quand les gens nous voient en vidéo, ils nous voient bouger, ils nous voient parler. Donc, il y a le body language, il y a des tas de choses qui font que ou ça passe pas, mais une fois de plus, si ça passe pas, c'est pas grave parce que c'est pas les gens avec qui on a envie de travailler et que on rentre quelque part, c'est comme la télé en fait, on rentre par le petit écran, on rentre chez les gens et que c'est très marrant de voir au bout d'un certain temps que des gens qui nous connaissent déjà et qui savent tout de nous, alors que nous on les connaît pas, mais ils sont rentrés dans notre histoire. Et quand j'expliquais que je suis rentrée en France en 2016, je me souviens le premier événement où je suis allée, c'était celui de Sébastien, le marketeur français. Oui. Je voulais voir comment lui, puisqu'il se formait aux États-Unis, comment il avait transposé. Donc moi, je suis arrivée en disant, je fais mon étude de marché, personne ne me connaît, on m'a encore jamais vu en vrai, machin. Sauf que j'ai à peine mis le pied. Et il paraît, là, c'est ce que les gens me disaient après, que la rumeur montait. Biba est là, Biba. Non, c'est pas possible, elle est amie. Non, mais Biba est là. Regarde, elle est là-bas, elle est là. Et en fait, c'est de se rendre compte que on est connu des gens sans le savoir. Et même chose, j'avais une amie qui m'avait demandé, donc la première conférence en français que j'ai faite, c'était en avril de 2016. Et elle m'avait dit, viens parler parce qu'il y a plein de gens qui t'attendent. J'ai dit, plein de gens, que dalle. Elle me dit, prépare-toi parce que quand tu vas être là, tu vas voir une file comme ça devant toi, les gens vont vouloir te parler. Et je l'ai pas cru. Je dis, mais non, mais d'accord, ils me voient sur les réseaux sociaux. Et on se rend pas compte de l'impact que l'on a, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit, de l'impact que l'on a grâce à la vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. En plus, maintenant, on a l'iPhone. Ouais. Moi, je sais, j'avais fait mes premières vidéos sur mon petit Kodak. Après, j'ai acheté la Flipcam. Quand on a un iPhone, maintenant, ça devient plus simple. Donc, c'est aussi à la portée de tout le monde. Donc, ça fait partie des outils marketing. Comme le webinaire, parce que le webinaire, on sait qu'on touche beaucoup plus de personnes à la fois au lieu de parler un à un. Maintenant, il y a de plus en plus d'interviews aussi. Moi, je sais que j'ai commencé les interviews aux États-Unis, je crois en 2011 ou 2012, quelque chose comme ça. J'avais arrêté. Bon, là, avec le mouvement MDR, parce qu'il faut dire que je lance ce fameux mouvement MDR, parce que j'ai vraiment envie que les gens changent de vie et une vie beaucoup plus positive. Et tu vois, tout à l'heure, tu me demandais pourquoi le livre. Ça a été une gestation très longue. Et le hasard fait qu'il sort cette année, si on peut appeler ça un hasard. Et finalement, c'est une bonne chose parce que on vit tellement une année de merde, si on peut le dire, où personne ne sait comment ça se passe, où on va et ainsi de suite. Mais comment on réagit à ça aussi. Et mon but avec ce livre, et c'est pas simplement d'avoir le livre, il y a eu le sommet il y a quelque temps,
c'est vraiment de développer ça pour que les gens comprennent qu'il y a aussi d'autres choses de possibles. Et donc, du coup, eh bien, effectivement, ça va suivre avec toute une série d'interviews. Excellent. Il faut que, pour montrer que, parce que les gens, je sais, après avoir lu le livre, ouais, mais ça, c'est votre histoire, ouais, mais lui, c'est machin, ouais. C'est-à-dire, les gens vont toujours trouver des excuses en disant, ouais, mais eux, c'est pas moi. Et ben, juste pour prouver, avec toute cette série d'interviews, qu'il y a des tas de gens à qui on a dit que c'était pas possible, à qui on a dit que c'était pas pour eux, et qui finalement, un jour, ont décidé de prendre leur vie en main. Et c'est ça, pour moi, le mouvement MDR, c'est qu'il y ait plus de positivité et que les gens sachent, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on peut faire autrement, simplement parce qu'ils n'ont pas le bon entourage. Je suis tout à fait d'accord. Et donc, toi aussi, si tu veux justement lancer un mouvement, créer, avoir un impact auprès de gens qui ne sont pas forcément dans ton quartier, dans ta région, dans ta ville, si tu veux impacter des gens à l'autre bout de la planète, comme l'a fait Biba, elle était à Miami, elle impactait des gens qui étaient en France ou même dans toute la francophonie mondiale. La vidéo, les webinaires, proposer des webinaires de vente ou des masterclass. Moi, pendant le confinement, j'ai fait des conférences devant 2500 personnes pour justement parler de la caméra, comment il est possible d'être plus à l'aise, décontracté, se décomplexer face à la caméra, parce que c'était un véritable besoin. Donc, quelle que soit ton activité, tu as le devoir de t'entraîner à être un meilleur communicant, tout simplement. C'est-à-dire que si on a une expertise surtout, si on sait qu'on a quelque chose qui peut aider les autres, exactement. Et ça, c'est ce qu'un de mes coachs m'avait dit il y a très très longtemps, c'est la base. Un devoir. Si on le garde pour nous, on est égoïste. Donc, si on peut aider les gens dans une certaine situation, c'est un devoir, effectivement, d'aller les aider. Alors, comment est-ce que tu vas répondre à quelqu'un qui dit « Oui, mais moi, j'ai peur d'être visible », même si j'ai une expertise, même si je suis un coach ou un formateur, j'ai peur d'être visible, qu'on me prenne mon image et qu'on me détruise. J'ai peur des critiques. Alors, la question que je vais lui poser, c'est est-ce que sa peur est plus grande que l'impact qu'elle peut apporter? Parce que si elle a peur, on la verra pas de visibilité, donc pas de clients, donc elle aide pas les gens. Donc, j'imagine que si la personne a lancé son business, c'était pour aider les autres et pour avoir un impact. Si personne ne la connaît, elle aura jamais d'impact. Donc, qu'est-ce qui est le plus fort, sa peur ou l'impact qu'elle peut apporter, comment elle peut aider les gens? Donc, moi, je dis toujours aux gens, vous vendez plus des produits ou des services, vous vendez une expérience ou une transformation de vie. Selon les business, des fois, ça peut même, on a les deux, mais c'est l'un ou l'autre. Et une expérience et une transformation de vie, ça n'a pas de prix, parce que si quelqu'un, on lui transforme sa vie parce que, par exemple, il était trop gros et que maintenant il a perdu du poids et que maintenant il peut faire des tas de choses, parce qu'il avait un business qui fonctionnait pas et que maintenant il fonctionne, comme j'ai une cliente effectivement qui faisait à peine 10 000 par an et qui a fait, en apprenant les bonnes stratégies, fait 20 000 en une semaine, ben ça, non seulement ça change le business, mais moi, c'est pas cette partie-là qui m'intéresse. C'est comment, par ricochet, ça transforme sa vie. Parce que quand on sait ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, ben, il y a moins de stress, il n'y a pas besoin de travailler 14 heures par jour, il y a moyen de faire son business comme il faut. Et puis, une fois de plus, quand on a le bon mindset, et je vais m'arrêter après, quand on a le bon mindset, quand des cas comme ça, quand il y a eu le confinement, il y a plein de gens qui ont été en panique en disant « Ah ben oui, mais moi, je fais plus de chiffres ». Comment rapidement on va switcher son business pour dire comment je m'adapte. Et ça, ben, si c'est pas clair dans sa tête ou si on n'a pas les bonnes stratégies, parce qu'il faut le mindset, mais il faut les stratégies marketing, eh bien c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sont écroulés. Transforme ta vie, change ta vie et tu en as le pouvoir aujourd'hui. Merci mille fois Biba, c'était un véritable bonheur. On parlait juste avant l'interview du Miracle Morning, que tous les deux on a lu le bouquin, voilà, Miracle Morning, mais que finalement c'était pas un bouquin pour nous, c'était se lever à 5 h du matin pour faire des choses, c'est pas pour nous. Biba adore se lever tard, moi aussi j'aime bien, et c'est pas pour ça qu'on dit que il faut se lever tôt pour réussir sa vie, c'est pas vrai. Non, ça dépend de soi. Ça dépend de soi. Voilà. Et faisons avec ce que l'on a et puis voilà. En revanche, il faut être motivé, il faut être déterminé pour réaliser des belles choses et pour réussir sa vie. Merci à toi, c'était un bonheur. Voilà le livre que tu dois te procurer le plus rapidement possible sur Amazon. Et puis, on se dit à très bientôt, Biba. C'était un honneur de t'avoir.
Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, on a fait les 30 minutes, on a fait genre 1h30, mais tout va bien. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça valait le coup. Et puis, tu vois, dans l'absolu, c'est comme le flow. Quand on est dans son flow, dans sa vague, eh ben, on voit pas le temps passer. Et 1h30 avec toi, c'est comme si c'était 1 minute avec mon chien, que je n'ai pas. Je sais que t'adores ton chien, donc c'est une belle image. Oui, mais dis pas ça parce que ma fille, elle veut un chien, moi je veux pas. Ouais. Avec mon chat, alors. Bon, Biba, je te fais un grand... Pas de chat. Pas de chat. Bon, avec les bananes, alors. Bisous à toi, à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt dans le Lorenzo Show. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas aussi d'enclencher la cloche de notification et de partager cette interview. C'est de la bombe. Ciao. Attends, c'est pas fini. Pour réussir tes présentations micro, visio, vidéo, 1, télécharge ton cadeau. 2, Abonne-toi. 3. Partage un max. À très bientôt dans le